La guerre de Vendée, ou les guerres de Vendée, est une guerre civile qui opposa dans l'ouest de la France les républicains, surnommés les Bleus, aux royalistes, les Blancs, pendant la Révolution française entre 1793 et 1796, avec d'ultimes sursauts en 1799, 1815 et 1832. Elle fut étroitement liée à la chouannerie, qui se déroula sur la rive droite de la Loire, au nord, tandis que le soulèvement vendéen eut lieu au sud, sur la rive gauche. L'ensemble de ces deux conflits est parfois désigné par le nom de « guerre de l'Ouest ». Comme partout en France, la Vendée connaît des manifestations paysannes au début de la Révolution française, qui est initialement bien accueillie. Si en 1791 la constitution civile du clergé provoque de forts mécontentements, c'est en réaction à la levée en masse, en mars 1793, que la rébellion vendéenne se déclenche, dans un premier temps comme une jacquerie paysanne classique, avant de prendre la forme d'un mouvement contre-révolutionnaire. Alors qu'ailleurs en France les révoltes contre la levée en masse sont réprimées, un territoire insurgé, appelé la Vendée militaire, par les historiens, se forme au sud de la Loire inférieure, Bretagne, au sud-ouest du Maine-et-Loire, Anjou, au nord de la Vendée et au nord-ouest des Deux-Sèvres, Poitou. Progressivement désignés par le nom de Vendéens, les insurgés établissent en avril une armée catholique et royale, qui remporte une succession de victoires au printemps et à l'été 1793. Les villes de Fontenay-le-Comte, Thouars, Saumur et Angers sont brièvement envahies. En revanche, les Vendéens échouent devant Nantes. À l'automne, l'arrivée en renfort de l'armée de Mayence redonne l'avantage au camp républicain, qui s'empare en octobre de Cholet, la plus importante ville contrôlée par les Vendéens. Après cette défaite, le gros des forces vendéennes traverse la Loire et se porte jusqu'en Normandie dans une tentative désespérée de prendre un port pour obtenir l'aide des Britanniques et des émigrés. Repoussée à Granville, l'armée vendéenne est finalement détruite en décembre au Mans et à Savenay. De l'hiver 1793 au printemps 1794, en pleine période de la Terreur, une violente répression est mise en place par les forces républicaines. Dans les villes, et en particulier à Nantes, environ 15 000 personnes sont fusillées, noyées ou guillotinées sur ordre des représentants en mission et des commissions militaires révolutionnaires, tandis que dans les campagnes environ 20 000 à 50 000 civils sont massacrés par les colonnes infernales, qui incendient nombre de bourgs et de villages. La répression provoque cependant une résurgence de la rébellion et, en décembre 1794, les républicains engagent des négociations qui aboutissent entre février et mai 1795 à la signature de traités de paix avec les différents chefs vendéens, entraînant ainsi la fin de la Première guerre de Vendée. Une deuxième guerre de Vendée éclate peu après, en juin 1795, après le début du débarquement de Quiberon. Le soulèvement s'essouffle cependant rapidement, et les derniers chefs vendéens se soumettent ou sont exécutés entre janvier et juillet 1796. La Vendée connaît encore d'ultimes et brèves insurrections avec une troisième guerre en 1799, une quatrième en 1815 et une cinquième en 1832, mais elles sont d'une bien moindre ampleur. Le nombre des victimes est estimé à environ 200 000 morts, dont environ 170 000 pour les habitants de la Vendée militaire, soit entre 20 et 25% de la population du territoire insurgé. Au XXe siècle, la recherche historique a connu de profondes évolutions, avec notamment le développement de l'analyse socio-économique. Claude Petitfrère voit dans ce renouvellement la marque d'une troisième catégorie d'auteurs, autour de Paul Bois, Marcel Faucheux et Charles Tilly, qu'il appelle l'histoire scientifique. Toutefois, les auteurs blancs classent Marcel Faucheux, Charles Tilly et Claude Petitfrère parmi les bleus. Dès les années 1920, Albert Mathiez considère que les causes de l'insurrection vendéenne, au printemps 1793, sont à chercher dans les conditions économiques et sociales de l'époque. Au début des années 1950, Marcel Faucheux soutient que les causes profondes de l'insurrection sont à chercher bien au-delà de la constitution civile du clergé, de l'exécution de Louis XVI ou de la levée en masse, qu'elles doivent être reliées à ce qu'il nomme le paupérisme vendéen. La Révolution n'a pas su satisfaire les espérances engendrées par la convocation des États généraux en 1789, les métayers, majoritaires en Vendée, ne bénéficient pas de l'abolition des droits féodaux, qui sont rachetables, jusqu'en 1793, les biens nationaux profitent essentiellement aux bourgeois et aux marchands. À partir de là, le bouleversement des structures sociales traditionnelles, la réforme autoritaire du clergé et la levée en masse constituent tout au plus l'étincelle qui a provoqué l'explosion d'un mécontentement plus ancien. Se fondant sur l'analyse détaillée de la Sarthe, Paul Bois approfondit la question, en mettant en valeur la haine qui oppose alors le paysan au bourgeois et montre l'existence d'un profond clivage social entre urbains et ruraux, très antérieur à la Révolution, qui constitue l'une des causes majeures du soulèvement. Ces conclusions sont rejointes par les travaux du sociologue américain Charles Tilly, pour qui la croissance des villes françaises du XVIIIe siècle, l'agressivité économique de celles-ci et leur tendance à accaparer le pouvoir politique local ont suscité des résistances et des haines paysannes, dont l'insurrection vendéenne n'est qu'un exemple exacerbé. De son côté, Albert Soboul décrit des masses paysannes dans la Gêne,
prédisposés à se dresser contre les bourgeois, très souvent fermiers généraux en ce pays de métayage, négociants en grains et acquéreurs de biens nationaux, des départements de l'Ouest à la fois très vifs depuis les efforts de catéchisation des Mulotins, congrégation de missionnaires établie à Saint-Laurent-sur-Sèvre depuis la fin du XVIIe siècle, enfin l'assimilation, par les paysans, du tirage au sort pour la levée des 300 000 hommes à la milice, institution de l'Ancien Régime particulièrement honnie. S'il considère que le caractère simultané du soulèvement autorise à penser qu'il fut concerté, il explique que les paysans n'étaient ni royalistes, ni partisans de l'Ancien Régime, et que les nobles furent d'abord surpris par le soulèvement, avant de l'exploiter à leur fin. Plus récemment, Jean-Clément Martin a indiqué que, si des paysans sont passés à la contre-révolution, selon les provinces, pour des raisons très diverses, y compris entre les différentes zones de la Vendée, les mots d'ordre religieux et de la défense communautaire leur sont communs. Ces mots d'ordre sont dus au maintien du poids des impôts et des fermages, à l'aggravation du sort des métayers, à l'incapacité des petites élites rurales à acheter des biens nationaux, accaparés par les élites urbaines, à la perte de l'autonomie des petites communes rurales face aux bourgs, où sont installés les pouvoirs politiques, le district, et économiques, aux atteintes de la constitution civile du clergé, aux libertés des communautés, qui défendent leurs prêtres et leurs cérémonies religieuses. Les tensions montent jusqu'en mars 1793, sans trouver d'exutoire, quand la levée en masse fournit l'occasion aux communautés de s'unir contre les agents de l'État, dans un mouvement qui renvoie aux jacqueries traditionnelles, et de former des bandes à la tête desquelles les élites locales sont placées, de plus ou moins bon gré. Dans la Sarthe, ce sont les fermiers aisés et leurs alliés qui se soulèvent, alors que les ruraux dépendants des villes et leurs voisins tisserands représentent le fer de lance de l'insurrection dans les Mauges. Quant aux Chouans d'Ille-et-Vilaine, ils sont recrutés essentiellement parmi les métayers et leurs proches. Dans tous les cas, c'est la défense de l'équilibre communautaire, mis à mal par les lois civiles et religieuses de la Révolution, qui pousse vers la révolte. Le royalisme y semble peu profond, comme dans le Midi en 1791 à 1792, et les haines personnelles et locales jouent un rôle important avec des oppositions entre communes voisines. Dans la majorité des cas, les soulèvements commencent par des règlements de comptes, des chasses aux révolutionnaires et le pillage. Des activistes royalistes, appartenant aux élites rurales, participent aux premières insurrections, précise-t-il, mais ils sont peu nombreux. Les nobles contre-révolutionnaires s'impliquent peu, en mars 1793, dans un mouvement inorganisé et mal armé. Tous sont surpris par la brutalité de la rébellion, la plupart hésitent à rallier les insurgés, certains même comme Charette doivent y être contraints par la force. Outre la thèse du complot clérico-nobiliaire, Jean-Clément Martin remet en cause, avec Roger Dupuy, l'antagonisme, ville, campagne, très antérieur à la Révolution, et la différence de nature qui existerait entre les origines de la chouannerie et les causes de la guerre de Vendée. Pour Roger Dupuy, qui note que l'historiographie récente se dégage de l'optique étroite qui accordait aux problèmes religieux une importance primordiale dans le processus du soulèvement, c'est, du côté de l'identité profonde des communautés paysannes, qu'il faut en chercher les racines. Le soulèvement est d'autant plus exaspéré que la violence joue un rôle déterminant dans la constitution de cette identité, violence de la misère, violence de jeunes hommes attachés à faire respecter leur honneur, violence collective contre le mauvais seigneur qui abuse de ses privilèges féodaux. Appliquant l'approche de la micro-histoire à 3 paroisses des Mauges entre 1750 et 1830, au cœur de la Vendée militaire, Anne-Roland Boulestreau offre un tableau de la notabilité locale à la veille de la Révolution, gros métayer à Neuvy ou au Pin en Mauges, membre du monde du commerce à Sainte-Christine, une notabilité fondée sur la reconnaissance publique. Ses membres occupent des fonctions publiques, les Catelineaux sont sacristains de père en fils, servent de caution morale devant notaire et sont souvent choisis comme témoins lors des mariages. Puis, analysant les réactions des 3 communes face à la Révolution, elle remarque que les notables de Neuvy et du Pin sont confirmés après 1789 à la tête des communes, tandis qu'à Sainte-Christine, commune ouverte au commerce, avec de nombreux artisans, de nouvelles catégories sociales se mêlent aux anciennes. À Neuvy et au Pin, les communes se ferment autour des élites traditionnelles, qui acquièrent peu de biens nationaux, face aux réformes qui menacent la communauté. À Sainte-Christine, au contraire, où les notables locaux acquièrent quelques terres, les réformes sont vues comme l'occasion de gagner en importance, en devenant notamment chef-lieu de canton. En 1792, les élites traditionnelles ne se représentent pas aux élections, marquant leur refus de l'évolution politique, et laissent la place à des notables plus modestes, mais appartenant au même réseau et parentèle. L'année suivante, au début de l'insurrection, les 27 hommes qui suivent Catelineau, au Pin, sont intégrés dans les parentèles et réseaux de la commune, 2 tiers sont des artisans, 1 tiers des paysans. À Sainte-Christine, les patriotes vendéens se comptent surtout parmi les artisans modestes récemment implantés dans la paroisse, peu intégrés au réseau de la communauté. Enfin, étudiant l'émergence d'une nouvelle sociabilité forgée à travers l'épreuve de l'insurrection vendéenne, elle note que la participation à l'insurrection vendéenne est désormais une condition nécessaire pour obtenir la confiance des populations locales. À Sainte-Christine, où la guerre laisse la population très divisée,
les élites commerçantes traditionnelles sont évincées par des hommes de la terre et la noblesse, qui investissent des fonctions qu'elles dédaignaient auparavant. L'enracinement et les liens de confiance dont bénéficient les petits notables leur permet d'être, au XIXe siècle, avec les nobles, les intermédiaires incontournables entre la communauté et l'État. À la fin du XVIIIe siècle, la société vendéenne, actuel département de Vendée et une partie des départements limitrophes, sud de la Loire inférieure, ouest de Maine-et-Loire, nord des Deux-Sèvres, a une composition sociale semblable à bien d'autres provinces de France, très rurale. À la fin de l'Ancien Régime, d'après Michel Vauvel, la propriété nobiliaire occupe plus de la moitié des terres, contre 10 à 20% pour la bourgeoisie, moins de 30% pour la paysannerie et moins de 5% pour le clergé. De même, il évalue la densité de la population entre 700 et 790 habitants par lieu carré et par généralité. Enfin, l'alphabétisation y est plutôt faible, par rapport au nord et à l'est du pays, avec 10 à 20% des conjoints sachant signer leur nom. En 1789, les paysans de l'Ouest accueillent plutôt favorablement les débuts de la Révolution. Les cahiers de doléances de la Bretagne, du Maine, de l'Anjou ou du Bas-Poitou témoignent de l'hostilité de la paysannerie à l'égard des survivances du système féodal, de même que l'élection de députés patriotes, que confirment les violences antiseigneuriales de la Grande Peur ou les violences répétées contre les aristocrates et leurs demeures en 1790 et en 1791. Par ailleurs, la Vendée et le Maine-et-Loire sont 2 des 12 départements qui envoient le plus de députés jacobins à l'Assemblée législative, 18. De nombreux prêtres semblent avoir également accompagné le mouvement avec enthousiasme. En Vendée, certains ont revêtu les nouvelles charges créées par la Révolution, par exemple en devenant maire. La Révolution, comme partout ailleurs, a donc représenté un grand espoir. En novembre 1789, l'Assemblée vote la confiscation des biens ecclésiastiques, transformés en biens nationaux, afin de garantir l'émission des assignats. Cette décision prive le clergé catholique des moyens financiers lui permettant de remplir son rôle traditionnel d'assistance à une population pauvre. Ces biens ont été accumulés au cours des siècles grâce aux legs des membres de la communauté. Avant la Révolution, gérés par le clergé, ils étaient au service des communautés rurales. La vente de ces biens, en remboursement des assignats, les fait passer progressivement dans les mains des particuliers, des bourgeois, des paysans, des aristocrates et même des membres du clergé, qui les utilisent pour leur usage personnel. Les communautés se sentent donc spoliées et en tiennent rigueur aux politiques. La montée du mécontentement. Le 12 juillet 1790, l'Assemblée constituante vote la constitution civile du clergé. Le décret d'application, passé en novembre 1790 et signé par le roi le 26 décembre 1790, prévoit que les prêtres fonctionnalisés, comme tous les fonctionnaires, prêtent serment à la Constitution. La constitution civile du clergé et ce serment sont rejetés par toute une partie du clergé, qui considère les prêtres jureurs comme déviants de la voie catholique. Inquiets pour leur salut, de nombreux paysans préfèrent continuer à s'adresser aux prêtres réfractaires, 20. Ceci contribue à diviser profondément les Vendéens entre partisans et adversaires de la mesure et à développer un certain mécontentement parmi les communautés paysannes qui, de plus, ne perçoivent pas d'amélioration de leur situation depuis la Révolution. Dans des campagnes fraîchement et relativement converties de l'Ouest, le clergé est devenu majoritairement réfractaire avec l'obligation du serment constitutionnel, et après les brefs pontificaux condamnant la constitution civile du clergé, en 1791. En mai 1791, l'Assemblée constituante prend un décret sur la liberté des cultes autorisant le culte réfractaire, mais cette tolérance ne satisfait aucun camp et les positions se durcissent. L'application de la constitution civile du clergé, juillet 1791, provoque une multitude d'actes de résistance parmi la population, qui recourt de plus en plus à la violence physique. Dans le Poitou, des libelles voient dans la constitution civile l'œuvre des protestants et des juifs. Des bagarres opposent aristocrates et démocrates entre paroissiens. Dans certaines paroisses, les populations font corps pour protéger leurs curés et leurs habitudes de vie, surtout lors des enterrements. Plus grave, en janvier 1791, dans la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron, au sud de Nantes, près de Machecoul, des conflits se développent autour de l'opposition à la constitution civile du clergé, et l'intervention des gardes nationales chargées du maintien de l'ordre provoque les premiers morts de la Vendée. Mais le conflit ne dégénère pas. Dans ce contexte, l'Assemblée législative prend, en novembre 1791 et le 27 mai 1792, des décrets répressifs contre le clergé réfractaire, dont le culte est interdit. Le second prévoit la déportation hors du territoire français de tout prêtre réfractaire sur la simple demande de 20 citoyens. À la veille du 10 août 1792, lorsque l'Assemblée supprime les dernières congrégations existantes, une bonne partie sont emprisonnés. Obligés de se cacher, afin d'éviter la déportation au bagne en Guyane, les prêtres non-jureurs sont protégés par des femmes qui participent à des messes clandestines. Malgré ces mesures, le nouveau clergé constitutionnel n'arrive pas à s'imposer dans une large partie de la région. Les assermentés représentent, selon Michel Vauvel, 0 à 35% des prêtres en Vendée et en Loire inférieure, comme l'ensemble de la Bretagne,
contre 35 à 55% en Maine-et-Loire et 75 à 100% dans les Deux-Sèvres, en 1791. Dans l'ensemble, plus de 65% du clergé refuse de prêter serment dans l'Ouest, contre 48% au niveau national. Autour de Châtillon et de Bressuire, une zone globalement homogène de refus se distingue. La religion des paysans de l'Ouest, comme en bien d'autres endroits, est une religion propitiatoire visant à assurer l'abondance des récoltes, la fécondité du bétail, la réalisation d'un mariage, la naissance d'un enfant, la guérison d'une maladie, etc., qui organise le calendrier et le paysage, avec un appel aux saints spécialisés, à leur chapelle, avec des rites particuliers. De même, la carrière ecclésiastique représente un moyen de promotion sociale pour bien des familles paysannes, un moyen que l'exclusion des prêtres réfractaires menace. Signe que l'attachement à l'Ancien Régime, et à la royauté, n'est pas le facteur déclencheur des premières émeutes, nulle émeute n'est observée lors de l'émigration des nobles, ni lorsque Louis XVI est guillotiné en janvier 1793.